Aujourd'hui, ce qui a été pris, ce ne sont pas des mesures, ce sont des mesurettes. Ce sont des choses vraiment qui sont destinées à éteindre le feu. La trésorerie sur le GNR, ce sont des le petits versement de la PAC. Tout à fait. Ce sont des petits chèques ici. La PAC, elle aurait dû être versée pour tous les agriculteurs entre le mois d'octobre et le mois de décembre. Là, on dit, oulala, il y a des retards. OK, mais ça, c'est une avance de calendrier sur des choses qui auraient déjà dû être versées en décembre. Toutes les mesures qui ont été prises ne sont pas des mesures, ce sont des mesurettes. Nous, ce que demande le monde agricole... Le gouvernement dit quand même que c'est 400 millions d'euros, et c'est pas rien. Oui, mais surtout dans le contexte où vous-même, les LR, vous n'arrêtez pas de dire qu'il faut maîtriser les coûts. Bien sûr, il faut maîtriser les coûts, mais 400 millions d'euros à l'échelle de ce qu'on peut donner aujourd'hui pour d'autres politiques... Ce n'est pas grand-chose. Et puis c'est surtout, ce n'est pas ce que réclame la profession. Ce sont des aides de trésorerie, mais c'est surtout ce que réclame la profession agricole. C'est vraiment des manières d'avoir du revenu. Quel morceau de la profession d'ailleurs vous représentez? C'est-à-dire quand vous dites ce n'est pas ce que demande la profession, Emmanuel Macron vous lance en quelque sorte, vous relance la question en disant aujourd'hui dans les colonnes du journal Le Figaro qu'il me donne 3 ou 4 mesures, 3 ou 4 propositions. Oui. Vous retiendriez quoi? Oui, il traite en fait le problème agricole comme il pourrait traiter une grève des cheminots. Nous, ce qu'on demande, c'est un changement de logiciel. Ce ne sont pas 3 ou 4 petites mesures comme ça, mises à côté les unes des autres, ou 3 ou 4 chèques. Aujourd'hui, vous, Apolline de Malherbe, vous faites une matinale tous les matins. En gros, vous rendez une copie tous les jours. Nous, quand on est agriculteur, on rend une copie par an. C'est-à-dire que moi, je me suis installée à l'âge de 28 ans. Je vais probablement prendre ma retraite vers 68 ans. J'aurais rendu 40 copies dans ma vie. On est sur le temps long. Aujourd'hui, quand on va obtenir, quand le gouvernement prétend obtenir une dérogation sur les jachères, les 4% de jachères à Bruxelles, c'est une dérogation d'1 an. Comment voulez-vous qu'on se projette, qu'on fasse un plan d'entreprise? On a des investissements qui nous engagent à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans. On est aussi des chefs d'entreprise. On a besoin de savoir si la France veut encore de nous. On a besoin de savoir quelle vision, quel cap elle nous fixe à long terme et quels moyens elle va nous donner pour y parvenir. C'est un changement de logiciel qu'il faut aujourd'hui. Quand il dit, Emmanuel Macron, qu'il va faire de l'agriculture un enjeu majeur, une sorte d'intérêt supérieur de la nation, est-ce une réponse à cette question? Alors ça, c'est ce qu'il propose de mettre dans la loi, je pense. Après, ce sont des mots. Enfin, nous, tant qu'on ne voit pas des actes, les mots, les grands concepts en disant on vous aime, on va placer l'agriculture au-dessus de tout, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas faire des grandes déclarations d'amour à l'agriculture ou à toute une partie de la population en France. Vous dites, on veut savoir si la France veut encore de nous? Oui. Oui, bien sûr. Mais c'est aujourd'hui ce qui mine en fait le moral de beaucoup de monde. Quand on a des exploitations, souvent on les reçoit. On les reçoit d'une génération, de 2 générations, Vous avez repris vous-même l'exploitation familiale, hein? Oui, tout à fait. Moi, je suis la 6e génération d'agriculteurs installés sur ma ferme. C'est quelque chose dont je suis très fière. Et je pense qu'aujourd'hui, les agriculteurs qui ont reçu ce patrimoine, cette terre dont nous sommes les gardiens, sur lesquels nous essayons de produire, sur lesquels on fait de notre mieux, et on attend de savoir que la société veut de nous, aussi parce qu'on espère demain bonifier ce qu'on a reçu et le transmettre à notre tour à la génération qui viendra. Et vous allez me raconter d'ailleurs cette histoire de reprise de ferme et comment est-ce que vous vous êtes retrouvés là. Mais je vous repose la question sur les prix planchers. Est-ce que vous êtes favorable ou non à ces prix planchers? Écoutez, je ne comprends pas ce que ça veut dire les prix planchers. Je ne sais pas, je ne dois pas être assez... Je ne comprends pas. Les prix planchers, alors déjà, on nous a dit il y a quelques semaines, Marc Fesneau nous disait oulala, c'est un système soviétique, c'est une très mauvaise idée. Le propre ministre de l'Agriculture d'Emmanuel Macron, effectivement, y était opposé. Bon, je pense qu'il doit être au bord de la crise de nerfs. Aujourd'hui, on a Emmanuel Macron qui, sous la pression de cette actualité un peu brûlante, qui dit on va mettre des prix planchers. On ne sait pas ce que ça veut dire, quelle forme ça peut avoir. Est-ce que c'est un aboutissement de ce qui est prévu dans la loi Egalim? Donc ce sont des indicateurs de coûts de production à partir desquels on doit construire le prix des produits finis. Est-ce que c'est ça qu'il veut aboutir encore plus dans la loi? Est-ce que c'est un système beaucoup plus réglementé? Aujourd'hui, on ne sait pas ce que ça veut dire. Et ça, c'est le professionnel des effets d'annonce qui fait des annonces avec des concepts et on ne sait pas comment on va construire derrière. Pour l'instant, notamment la porte-parole du gouvernement, encore une fois sur RMC ce matin, expliquait que ce serait vous, les agriculteurs, c'est-à-dire l'interprofessionnel, qui fixerait ces prix, que ces prix pourraient d'ailleurs évoluer au fil des mois en fonction du contexte, à la fois météo ou du contexte international. Et d'ailleurs que ces prix seraient fixés par département. Ça vous convient pas comme première explication ou comme première méthode? Je ne sais pas. Je pense que ce sont des choses qui méritent d'être approfondies et étudiées calmement. Aujourd'hui, je pense que là, on est sur une politique du doigt mouillé qui essaie de raccorder, de proposer des pistes réelles à des effets d'annonce. C'est pas sérieux. Il faut qu'on se pose, il faut que tout soit examiné, concerté. Il faut encore une fois qu'on puisse se projeter sur des mécanismes qui sont sérieux et à long terme. Céline Imar, quelle agricultrice êtes-vous? Céréalière dans le Tarn, grosse exploitation, petite exploitation
Ça, c'est une étiquette qui est... Moi, j'ai une exploitation qui est considérée, je pense, comme moyenne dans ma région de production, qui est le Lauragais. Ça veut dire combien d'hectares? Moi, je cultive 240 hectares. Ouais. Je fais des céréales. C'est plus que la moyenne. Enfin, la moyenne des exploitations. Voilà. Mais si vous prenez des exploitations de maraîchage qui font de la salade, des tomates ou autres, on aura une moyenne plus petite que sur une moyenne d'une exploitation céréalière. Peu importe. Aujourd'hui, c'est pas la taille qui va faire la valeur ajoutée d'une exploitation. C'est la qualité de ce qu'elle fait, des produits qu'elle a. C'est le revenu, la valeur ajoutée. J'exploite des céréales, donc du blé dur qui va servir à faire des pâtes, à faire de la semoule, du blé dur qui va être notamment valorisé en farine. Je fais du sorgho, du tournesol et du colza pour faire de l'huile, et je multiplie de la semence en maïs et aussi en luzerne. C'est vous qui conduisez le tracteur? Oui. Oui, c'est vous, je veux dire, c'est vous l'agricultrice. Vous n'êtes pas juste dans un bureau à donner des ordres, ou vous avez des salariés? J'ai un salarié à mi-temps depuis quelques mois, oui. Un salarié à mi-temps, et vous êtes l'agricultrice, vous vendez à qui? Alors, je vends à des négoces et des coopératives, donc qui sont des organismes collecteurs. Et vous avez d'ailleurs été représentante, me semble-t-il, de l'intercéréalière de votre département. D'intercéréales au niveau national, qui représente en fait toute l'interprofession des céréales, depuis les producteurs, en passant par les collecteurs jusqu'aux transformateurs. Vous continuez d'ailleurs cette activité pendant la campagne? Que ce soit au niveau, vous l'avez évoqué au début de notre entretien, que ce soit au niveau de la FDSEA, donc de la Fédération départementale de la ou que ce FNSEA. soit au niveau d'intercéréales, je me suis tout de suite mise en retrait de mes fonctions. Vous vendez en France? Vous vendez à l'export? Je vends à des organismes français, à des négoces et à des coopératives. Et si je vous pose cette question, c'est aussi parce que quelle est votre position par rapport à la question des accords de libre-échange? Ça a beaucoup cristallisé aussi une partie des colères, le Mercosur, les accords de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, la question des droits de douane avec l'Ukraine. Quelle est votre position d'abord sur Mercosur et Nouvelle-Zélande? Est-ce que vous êtes défavorable à ces accords de libre-échange? Est-ce que vous estimez qu'il faut simplement les geler le temps de négocier, ou est-ce qu'il faut carrément les jeter aux orties? L'accord de libre-échange en soi n'est pas quelque chose que nous rejetons. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, quand on a des accords comme le Mercosur ou la Nouvelle-Zélande, auxquels, je rappelle, sur la Nouvelle-Zélande, les députés LR en place à Strasbourg ont voté contre. Aujourd'hui, là encore, c'est pour vous un des signes de cohérence. Tout à fait. Ouais, c'est un des signes de cohérence. Okay. C'est-à-dire que quand il y a des accords qui peuvent déséquilibrer des filières ou importer des produits qui sont moins 10 ans, entre guillemets, en qualité, en normes environnementales, en normes sanitaires, que ce qu'on peut produire en France, qui viennent déstabiliser nos marchés et nos filières, là-dessus, ce sont des choses qu'on ne peut pas accepter. Après, il faut des traités de libre-échange, il faut du commerce. Nous, on commercialise nos vins, nos spiritueux, nos fromages, du lait. Voilà, il faut savoir aussi qu'il y a des bassins qui importent des denrées dont ils ont besoin parce qu'ils ne peuvent pas les produire chez eux. C'est un enjeu aussi de paix, de solidarité internationale. En revanche, on ne peut pas importer des produits entiers de maïs, de millions de tonnes traitées à l'atrazine au Brésil avec des OGM, avec des avions qui passent, et nous, en fait, taper sans cesse sur nos producteurs en leur disant que... Mais vous demandez quoi? Vous demandez que eux arrêtent d'utiliser ça, ou est-ce que vous demandez à ce que nous, on puisse utiliser les mêmes? Non. Okay. On demande de la réciprocité. Il faut que la concurrence soit loyale. Française. Absolument. C'est-à-dire que nous, quand, par exemple, si on a un accord avec le Canada où on va importer du cognac ou du foie gras, on ne va pas aller déstabiliser des filières entières d'agriculteurs au Canada. En revanche, si on importe, comme c'est le cas, puisque finalement, avec l'appui de Pascal Canfin et de tous les députés macronistes, on va importer beaucoup plus d'agneaux. Pascal Canfin, député européen. Absolument, macroniste. De Nouvelle-Zélande. Là, ça veut dire qu'on vient déstabiliser la filière ovine, notre filière ovine de qualité. Céline Imard, sur l'Ukraine, les accords douaniers avec l'Ukraine qui ont donc été renouvelés. Les accords, justement, vous disiez le mot de solidarité, des accords qui, au nom de la solidarité avec l'Ukraine, ont permis à ce que l'agriculture ukrainienne puisse donc venir à la fois en Europe, mais aussi traverser l'Europe pour aller aussi vendre notamment des céréales justement aux pays du Maghreb. Quelle est votre position aujourd'hui? Est-ce qu'il faut remonter les tarifs douaniers avec l'Ukraine, ou est-ce qu'il faut continuer la solidarité avec l'agriculture ukrainienne? Ce n'est pas si binaire. On peut tout à fait être solidaire de la cause ukrainienne, mais il est très clair que ce n'est pas à nous, les agriculteurs français, aujourd'hui, de payer le prix de cette guerre, tout simplement. Donc il faut être cohérent. Là aussi, on a des millions de tonnes de denrées qui rentrent, qui viennent déstabiliser nos filières, nos marchés de la volaille, le marché du sucre et des céréales. Et il nous faut des mécanismes de sauvegarde qui soient extrêmement efficaces pour protéger nos propres filières. Mais ça veut dire quoi? Ça marche comment? Est-ce qu'on remonte les tarifs douaniers?
Est-ce Oui, que c'est ça? c'est tout à fait possible. Une clause de sauvegarde, c'est quelque chose qui peut être activé ou sur la partie douanière ou sur une partie normative pour protéger simplement le marché. Céline Imard, est-ce que les Européennes ne vont se jouer que sur la question agricole? C'est-à-dire qu'au-delà de vous, d'ailleurs, on le voit bien, alors qu'ils se cherchent une tête de liste du côté des macronistes, la personne qu'ils envisagent, ils mettent en avant l'idée qu'elle est fille ou petite fille d'agriculteur. On a l'impression que finalement, ces Européennes ne vont se jouer que sur cette question-là. Est-ce que vous avez un avis sur les règles budgétaires? Est-ce que vous avez un avis sur la politique de défense européenne? Est-ce que vous avez un avis sur la question de l'immigration? Elle ne va pas se jouer que sur la politique agricole, cette campagne. Aujourd'hui, elle va se jouer sur notre capacité à reprendre notre destin en main, sur des sujets stratégiques que sont aujourd'hui l'agriculture, parce que maîtriser son agriculture, son alimentation, aujourd'hui, c'est fondamental. Déléguer à d'autres personnes l'alimentation que l'on a sur notre territoire, c'est de la folie. Elle va se jouer sur la défense, bien évidemment, qui pose la question des frontières, qui pose la question de notre autonomie dans un monde en crise, dans un monde où la sécurité, la paix ne sont plus assurées. Elle va se jouer, bien sûr, sur la politique économique, tout ce qui se joue aujourd'hui sur l'appauvrissement, la paupérisation des Français, tout simplement. Elle va se jouer sur beaucoup de domaines sur lesquels il faut reprendre son destin en main. Et l'agriculture en fait partie. L'agriculture, pour vous, en est l'un des symboles? Bien sûr, l'agriculture est un symbole aujourd'hui et c'est certainement pour ça que beaucoup de Français soutiennent les mobilisations agricoles. Elle est un symbole de cette France qui se bat, de cette France qui travaille, qui est étouffée par les normes, qui aujourd'hui n'est plus valorisée, n'est plus considérée par les décisions, par les décideurs, par les communicants qui prennent des décisions à la place des gouvernants, par les administrations. Et c'est ça aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est aussi soutenu par la population. Mais l'agriculture est un symbole de tout ça. Elle ne concentre pas l'intégralité des problèmes. Il y a d'autres problématiques, vous l'avez rappelé, stratégiques. La santé. Aujourd'hui, on importe aussi des médicaments,